Dans cette vidéo, je vais présenter un nouveau chapitre de notre cours de traitement du signal et ce chapitre s'intitule Transformé de Fourier. À présent, on a appris à décomposer un signal périodique en une somme d'exponentielles complexes via un outil qu'on appelle la décomposition en série de Fourier. Le problème, c'est qu'en pratique, les signaux que nous rencontrons ne sont jamais périodiques. Tous les signaux ont un début et une fin. Dans ce contexte, on va essayer de voir s'il y a possibilité d'étendre l'outil de la décomposition en série de Fourier à une classe de signaux plus générale, incluant également les signaux apériodiques. Alors si je fais juste un petit retour en arrière, quand on s'est intéressé à la décomposition en série de Fourier des signaux périodiques, donc on avait cette expression-là qu'on appelle la décomposition en série de Fourier, où on dit que le signal S de t peut s'exprimer comme une somme d'exponentielles complexes de fréquence nf0, et ces exponentielles sont pondérées par un coefficient complexe, Cn, qu'on appelle les coefficients de Fourier. Alors comment étendre cet outil-là à la classe des signaux incluant également les signaux apériodiques? Pour faire ça, on va utiliser juste une petite combine. On va dire que un signal apériodique peut en fait être considéré comme un signal périodique, mais de période infinie. Pour illustrer ce principe, j'ai réalisé un Jupyter Notebook qui reprend les travaux que nous avons réalisés sur la décomposition en série de Fourier d'un signal carré. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter la période et je vais regarder l'influence que ça va avoir sur le spectre. Et en augmentant la période, donc forcément la fréquence fondamentale va diminuer. Et du coup, on va passer d'un spectre qui était initialement un spectre en ray vers un spectre qui va avoir une apparence continue. Sur le plan mathématique, si on essaye de décrire ce qui se passe, donc ce qu'on est en train de faire, c'est on est en train de faire tendre la période du signal vers l'infini. Alors on va adopter certaines notations. NF0 ou F0, c'est l'inverse de la période. Ça, c'était une valeur qui était discrète, ça va tendre vers une valeur f qui va être une variable continue. Nos coefficients de Fourier, Cn multiplié par la période de mon signal, ça va également tendre vers une fonction continue que je vais noter SF. Et le 1 sur T0, c'est-à-dire notre fréquence fondamentale, va tendre vers un delta f. Une fois que j'adopte ces notations, je vais regarder comment va s'exprimer le signal S de t. Donc je reprends la décomposition en série de Fourier que nous avions vu dans le chapitre précédent. Donc je vais évaluer la limite quand t0 tend vers l'infini. Pour introduire CNT0, je vais multiplier par 1 sur t0 devant ma somme. Et en utilisant la définition de l'intégrale au sens de Riemann, on peut démontrer que ça va tendre vers une intégrale. Donc là, le signal S de t s'exprime sous la forme d'une intégrale qui fait intervenir un terme, SF. Et ce terme SF, il est donné par une autre intégrale. Cette intégrale-là, c'est ce qu'on appelle la transformée de Fourier. Alors tout d'abord, il faut se poser une question. Est-ce que cette transformée de Fourier existe tout le temps? Et là, on a un résultat important qui dit que cette transformée existe dès lors que le signal est à énergie finie. Ce résultat il reste toutefois très restrictif, puisque certains signaux ne rentrent pas dans cette catégorie et n'admettent pas d'ETF au sens des fonctions. Une fois que la transformée de Fourier existe, cette transformée de Fourier elle est définie par une intégrale, l'intégrale que vous avez ici. Alors, ça permet de passer d'un signal temporel à une nouvelle représentation qu'on va appeler la représentation fréquentielle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire le chemin inverse, c'est-à-dire qu'en intégrant la transformée de Fourier ici, vous allez réobtenir votre signal temporel S de t. Donc on a vraiment une représentation duale, temps et fréquence ici. J'ai repris l'expression des deux formules. Tout d'abord la transformée de Fourier qui permet de passer du domaine temporel au domaine fréquentiel, et la transformée de Fourier inverse qui permet de passer du domaine fréquentiel au domaine temporel. Les deux formules que vous avez ici sont des formules à connaître. Alors quand on les regarde, ces formules,
elles semblent très proches, mais attention aux subtilités. Première subtilité, votre transformé de Fourier, quand vous l'utilisez, vous intégrez bien une quantité par rapport au temps. Une fois que vous avez calculé votre transformé de Fourier et que vous êtes dans le domaine fréquentiel, vous obtenez une quantité qui ne dépend plus du temps. Lorsque vous calculez votre transformé de Fourier, vous allez avoir besoin de votre exponentielle complexe ici, et cette exponentielle complexe, vous allez avoir pour son argument un signe moins. Maintenant, si je m'intéresse à la transformée de Fourier inverse, on va avoir une intégration du domaine fréquentiel, donc le SF, on va venir multiplier ça par une exponentielle avec un argument positif cette fois-ci, et on va venir intégrer cette quantité par rapport à la fréquence F. Du coup, au final, quand on va intégrer tout ça, on va obtenir une quantité qui ne dépendra plus que du temps. Pour illustrer ce que nous venons de voir, j'ai pris un exemple qui est vraiment très simple. C'est le calcul de la transformée de Fourier d'un signal qui est un signal porte. Ce signal porte, il est défini mathématiquement sous la forme suivante. Il est égal à A lorsque t est compris entre moins L sur 2 et L sur 2. Et il est égal à 0 ailleurs. C'est le signal que vous avez ici. Cette porte, on dit qu'elle a une largeur L. Avant de calculer la transformée de Fourier, on va juste vérifier que cette transformée de Fourier existe. Ces conditions d'existence stipulent que l'énergie du signal doit être finie. Donc j'évalue l'énergie de mon signal qui est égale à A carré fois L, et cette quantité est bien inférieure à l'infini. Dès lors, je vais pouvoir me lancer dans le calcul de la transformée de Fourier. Donc je dois intégrer mon signal multiplié par mon exponentielle complexe. Le signal, il est nul ici, il est nul également ici. Donc au final, mon intégrale, je peux modifier ces bornes pour intégrer mon signal entre moins L sur 2 et L sur 2. Et entre ces deux bornes, le signal, il est égal à A. Je déroule les calculs et j'obtiens l'expression qui est l'expression suivante, qui fait intervenir un sinus πfl, multiplié par A divisé par πf. Une fois qu'on a ce résultat-là, on a l'habitude, en traitement du signal, d'essayer d'exprimer le sinus x sur x par une fonction qu'on appelle le sinus cardinal. Alors là, c'est pas direct, parce que vous voyez que dans l'argument de mon sinus, j'ai πfl. Au dénominateur, j'ai πf ici, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier par L, le numérateur, et je pourrais bien, du coup, construire mon sinus cardinal. Si on prend un peu de recul, on voit que la quantité qui est ici, c'est une quantité qui est réelle. On est dans un cas qui est très particulier. Dans le cas général, quand vous allez évaluer la transformée de Fourier, vous allez tomber sur une quantité qui est complexe. Dès lors, pour représenter SF, on va partir sur une représentation très classique. On va tout d'abord représenter le module de SF, et ça va nous donner ce qu'on appelle le spectre d'amplitude. Et on évaluera également l'argument de SF, et la représentation de l'argument de SF, ça va vous donner ce qu'on appelle le spectre de phase. Et j'ai mis quelques remarques sur le spectre d'amplitude et le spectre de phase. Premièrement, on avait vu que pour les signaux périodiques, ces spectres, c'était des spectres en rais. Maintenant, quand on va évaluer la transformée de Fourier, on va voir que ces spectres vont être des spectres continus. Seconde remarque, on va avoir des propriétés de symétrie. Donc si le signal est réel, le spectre d'amplitude sera nécessairement pair et le spectre de phase sera nécessairement impair. À titre d'illustration, j'ai repris le signal porte de tout à l'heure et j'ai représenté ici le spectre d'amplitude et le spectre de phase. Vous observez bien ici que ces deux spectres sont des spectres continus. Concernant le spectre d'amplitude, une petite remarque sur la décroissance. Vous avez ici une enveloppe, que j'ai indiquée en rouge, qui possède une vitesse de décroissance en 1 sur f. J'ai pris également l'exemple du signal qui correspond à l'impulsion triangulaire, qui est définie mathématiquement sous cette forme-là. Et vous allez devoir, du coup, en TD, essayer de retrouver la transformée de Fourier de ce signal-là. J'ai représenté ici le spectre d'amplitude et le spectre de phase de ce signal. Concernant le spectre d'amplitude, par rapport au signal porte, on va avoir une décroissance qui va être beaucoup plus importante en 1 sur f carré.
Et concernant le spectre de phase, c'est relativement simple. En fait, vous avez nécessairement une quantité qui est positive ici, donc l'argument, il sera tout le temps égal à 0. Pour finir, j'ai pris un troisième signal qui est défini sous cette forme-là. Donc c'est une exponentielle qui décroît et qui est également multipliée par un signal échelon, hein, qui fait que le signal est nécessairement nul quand t est inférieur à 0. Et quand on vient évaluer la transformée de Fourier de ce signal, on obtient cette forme-là qui est relativement simple. À titre d'illustration, j'ai également représenté ici le spectre d'amplitude et le spectre de phase. Alors, voilà pour ce cours d'introduction sur Fourier. Avant de nous quitter, j'ai juste envie de vous sensibiliser sur quelque chose. Lorsque je vous ai introduit la transformée de Fourier, on a vu que cette transformée de Fourier existait dès lors que le signal était à énergie finie. Malheureusement, beaucoup de signaux ne rentrent pas dans cette catégorie, hein. Je prends des signaux très simples, vous prenez une constante, un signal constant n'est pas à énergie finie. Vous prenez un signal périodique n'est pas à énergie finie. Du coup, qu'est-ce qui va se passer quand on aura des signaux qui ne respecteront pas cette propriété? Alors, ça sera un tout petit peu plus compliqué puisque l'ATF ne va pas exister au sens des fonctions classiques, ça va exister au sens des distributions. Et pour introduire ça, je vais juste vous laisser philosopher un petit peu sur le résultat suivant. Tout à l'heure, on a analysé un signal porte, qui était ici, donc signal qui a énergie finie. Et la question que je vais vous poser maintenant, c'est qu'est-ce qui va se passer lorsque votre L qui est ici va tendre vers l'infini? Sur ce, je vous dis à bientôt.